faut que je m'arrange bien parce que mon ex va voir cette interview. Ah oui, Ah, mon ex. on ferme le bouton qui est là. D'accord, voilà. Ouh là 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 là. Et que quand je la regarde, elle m'inspire. Je ne sais pas si la caméra aura le même effet sur moi. Recevez mes chaleureuses salutations. Alors, à l'état civil, c'est Pascal Atoukou, alias Pacheco. Je suis humoriste, stand-upper, créateur de contenu drôle depuis, disons, un an, un peu plus d'1 an. Je fais également actuellement un master à l'ENA. Côté que situation matrimoniale, je suis toujours en relation avec mon ex. Voilà. Le nom de scène Pacheco, quand j'étais en seconde, j'ai découvert la langue espagnole, que je n'aimais pas vraiment du tout. Hein. Et il y a un prof à nous qui nous avait parlé des opportunités que cela pouvait porter dans notre vie et tout. En fait, j'ai commencé par aimer ça. Et donc, il s'est dit, pour marquer ce moment particulier de ma vie, là, tu vas me trouver un nom qui correspondait un peu à mon prénom de naissance. Donc, au départ, mon prénom de naissance, vraiment, c'est Pascal. Donc, mais Pascal en espagnol, ça veut dire Pascual. Mais c'était pas trop chic, c'est pas choco, tu vois. Et puis, il m'a dit que bon, il y a Pacheco qui est un peu proche de Pascal. Et puis, on peut abréger, on peut dire Checo. Il a dit bon, on prend Pacheco. Avant même d'être devenu humoriste, hein, donc j'ai gardé, mes camarades m'appelaient Pacheco, voilà. Donc, quand j'ai commencé à faire l'humour, bon, j'ai gardé Pacheco tout simplement. J'ai commencé vraiment l'humour, disons, en 2018. Je vais être 2018. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de scènes sur lesquelles les humoristes pouvaient se produire. C'est toujours une situation qui prévaut, hein. C'est tout ce qu'on vit. Donc, j'ai d'abord créé le Pacheco Comedy Club, qui me permettait périodiquement de me produire sur scène. Donc, j'ai appelé quelques amis à moi qui avaient aussi le temps. Et donc, que j'ai essayé de former sur le tard avec les notions aussi infirmes que j'avais de la chose. C'est là où on a commencé. Je pense qu'on a fait 1 an, 2 ans. Après, j'ai été pour la première fois au Parlement du Riz. Du retour du Parlement du Riz, j'ai fait ici à Cotonou même l'Afrique du Riz avec Gohou, Digbe, Wallace, etc. Et donc, c'est comme ça que c'est réellement parti. Je suis encore reparti au Parlement du Riz il n'y a pas très longtemps. J'ai fait mon premier one-man show en mai 2022. Je suis encore reparti au Parlement du Riz. Voilà, donc, en matière de parcours, il faut dire que je suis en train de construire ma voie, je suis en train de faire mon chemin. Ce n'est pas encore grand chose, je me suis encore fait mon chemin. Ce qui a vraiment permis au grand public de me connaître aujourd'hui, c'est quand j'ai commencé le web humour. Je ne sais pas si je vais anticiper votre question en y répondant, mais je suis venu au web humour parce que humoriste de scène talentueux, oui, mais qui n'était pas connu. Et donc, il fallait trouver un canal par lequel je pouvais m'exprimer et pour me faire connaître de la grande masse. Et donc, je suis venu au web humour et aujourd'hui, les résultats sont palpables. Beaucoup de personnes me connaissent. Donc, côté parcours, c'est un peu ça. Si je devais écrire une lettre de motivation pour parler de la personne qui se cache derrière Pacheco, je dirais que c'est un combattant. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais prise, je voulais dire. Quelqu'un qui s'accroche jusqu'au bout. Parce que ce n'était pas gagné d'avance que je sois humoriste. Voilà. C'est vrai que la plupart des artistes racontent des histoires, ils disent que les parents ne voulaient pas et tout. Moi, ce n'était même pas les parents. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle humoriste. Dans la tête de mon père, tant que ça rapporte de l'argent, c'est un métier. Il n'a pas de travail, il n'a pas de sujet avec le métier. Mais c'était mes frères, mes proches qui comprenaient en réalité les défis que cela imposait à celui qui choisit cette voie-là. Donc, il y avait une certaine contradiction, ils ne voulaient pas et tout. Mais quand vraiment ça a commencé à rapporter de l'argent, voilà. Je pense qu'ils ont été convaincus par la chose. Si quelqu'un veut devenir humoriste au Bénin, je lui déconseille ça vivement, à condition qu'il ait déjà une activité. Surtout s'il veut se concentrer uniquement sur le stand-up. Quand je dis stand-up, c'est l'humour de scène où tu es seul et tu parles, les gens rigolent. Ça, je ne pense pas qu'il y ait un humoriste béninois stand-upper qui va te dire qu'il vit de ça. C'est faux. Il faut qu'il nous apporte les preuves et le nombre de cachets qu'il a reçu, le nombre de fois il a fait facture normalisée. Je pense que on peut pas vous dire ça. Parce que déjà, le stand-up n'est pas, comme vous l'avez dit, très promu au Bénin. Hein. Déjà, pour le Béninois, quand tu dis humoriste, tu dis que bon, c'est un hobby, c'est une activité distractive, c'est quelque chose que tu fais quand tu n'as rien à faire, quoi. Voilà, déjà ça, c'est déjà compliqué. Donc, quand il t'appelle pour une prestation, il te propose des cachets, je pense que c'est là, je respecte les Blancs, dérisoires. C'est-à-dire que, et il estime même que ce qu'il te propose, c'est beaucoup pour ce que tu veux faire. Parce que dans sa tête, en réalité, il n'y a pas un travail en amont.
avant que tu ne viennes sur scène. Il se dit que c'est quand il t'appelle que tu viens devant les gens, que tu es inspiré, tu racontes ta vie. C'est vrai, c'est parce qu'il y a certains le font. Mais ce que moi je fais, je suis obligé d'avoir une préparation avant l'événement. Et même des choses que tu écris depuis 3 ans, 4 ans que tu viens jouer qui marchent toujours. Donc, dans ce contexte-là, où ce n'est pas valorisé, c'est difficile de vivre. On peut compter le nombre de fois où on est sollicité dans une année au bout des doigts en tant que stand-upper. Bien sûr. Déjà, les artistes, les musiciens ne vivent pas de ça. Et ce n'est pas les artistes humoristes qui vont dire qu'ils vivent de ça. Voilà. Donc, difficulté déjà par rapport au stand-up, c'est ça. C'est aussi que dans le contexte qui est le nôtre, il n'y a pas beaucoup de promoteurs d'événements qui misent sur ça. Parce qu'ils se disent forcément que ce n'est pas très connu, ce n'est pas très promu. Donc, si je mets mon argent dedans, les gens risquent de ne pas se déplacer pour venir voir. Donc, il n'y a pas de scène, donc il n'y a pas d'événements sur lesquels se poser. Voilà. Je ne veux pas parler de la politique culturelle inexistante dans le secteur, parce que si on prend le cinéma, la musique, ceux-là se plaignent, donc ce n'est pas nous là, voilà. Donc, voilà autant de difficultés qui font que c'est difficile pour l'humoriste stand-upper de vivre de son art. Est-ce que moi je vis de l'humour aujourd'hui? Ça dépend. Est-ce que c'est le niveau de vie que je vais avoir dans ma vie? Non. Donc, par conséquent, je n'en vis pas. Mais c'est la principale activité que je fais. La principale. Mais ce qui m'aide prioritairement aujourd'hui, et pour élargir en même temps cette question pour dire, si tu veux stand-upper aujourd'hui, il est impératif que tu te lances dans le web humour. C'est impératif. Aujourd'hui, moi j'arrive à joindre les deux bouts avec ça, et parce que j'y ai associé le web humour. Sinon, ce n'est pas possible dans le contexte qui est le nôtre. Je fais du stand-up, je suis sollicité sur des événements, souvent des événements privés, hein, généralement, parce que les événements publics, comme j'ai dit, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de promoteur qui prend son argent et qui dit je fais un spectacle d'humour, inviter des humoristes. Non, il n'y en a pas. Des événements privés, peut-être une soirée de gala, un événement de distinction, ou rarement un mariage où quelqu'un t'appelle et il sait que oui, je le sais, le talent, il te paye le vrai cachet. Donc, rarement, c'est ça. Maintenant, en plus, le web humour nous permet aujourd'hui de bénéficier des placements de produits dans les contenus, de gagner de la monétisation, même si ce n'est pas très effectif hein, dans le système qui est le nôtre. Mais ça nous permet plus ou moins de gagner un peu d'argent et d'associer avec l'humour de scène. Ça permet quand même de vivre du quotidien. Mais ce n'est pas une vie de rêve. Beaucoup parmi nous essaient d'afficher le train de vie qu'ils n'ont pas en réalité. Sinon, ce n'est pas encore ça. On se débrouille, comme on le dit, on se débrouille fort. Si je revenais en arrière, peut-être 3 ou 4 ans, est-ce que j'allais choisir d'être humoriste? La question, c'est oui. C'est oui parce que c'est un choix par passion et par vocation. Et comme aujourd'hui, je vois que les perspectives d'avenir qui sont dedans sont assez alléchantes, sont assez prometteuses, le choix serait le même. Je ne vais pas hésiter du tout. En dehors des difficultés hein, qui sont d'ordre matériel et financier, il y a quand même un avantage moral inouï là-dedans, qu'on ne peut pas compenser. Comme l'enseignant qui forme des étudiants, qui les voit réussir, ça n'a pas de prix en réalité. Mais derrière aussi, comme ça donne un peu d'argent, je choisirais ça volontiers, quoi, sans hésiter. Est-ce que les collaborations sont faciles? Déjà que je ne suis pas trop fan des collaborations. Si ceux qui me suivent vraiment beaucoup me font souvent le reproche, tu ne collabores pas beaucoup avec les autres, on ne te voit pas t'associer vraiment aux autres et tout. Alors, j'ai une philosophie peut-être un peu biaisée, mais c'est ma philosophie. Pour demander à quelqu'un de t'apporter son aide, il faut que tu sois déjà capable de lui prouver que tu vaux quelque chose. Et moi, j'estime qu'à l'étape actuelle de ma petite carrière de web humoriste, je n'ai pas encore vraiment prouvé de quoi j'étais capable. En tout cas, jusqu'à un passé assez récent, je travaillais d'abord pour me faire connaître moi-même. Parce que j'estime que les collaborations, en réalité, ne sont pas des canaux forcément révélateurs de l'artiste. Parce qu'il y en a qui font des collaborations, mais pourtant, ça ne leur donne pas vraiment un coup de pouce, vraiment. Que ce soit dans la musique ou dans le web humour et tout. C'est ce que c'est toi-même, ton talent. Les gens t'évaluent d'abord en fonction de ton talent, de ta capacité à faire rire les gens. Et si tu réussis vraiment à le faire, tu vas te faire connaître. Donc, les collaborations ne seront qu'un plus. Donc, pour moi, les quelques rares collaborations que je fais, j'ai collaboré récemment avec Tranquillin et tout, c'est aussi une question de feeling. C'est des artistes où j'aime ce qu'ils font.
ce qu'ils font, ça coquine ou ça s'apparente un peu à ce que je fais. On est dans le même registre plus ou moins. Là, on s'entend mieux et la collaboration, en dehors du fait que ça te permet de grandir, il y a un certain plaisir que tu y trouves, quoi. Vous voyez? On ne collabore pas parce qu'on veut collaborer. Et aussi, ça dépend des objectifs de chacun dans le secteur. Est-ce que tu veux courir pour avoir des millions d'abonnés ou est-ce que tu veux faire bien le travail et que ceux que tu gagnes soient des gens qui sont là parce que tu as un talent et si demain tu as besoin de monétiser ton art, que ceux-là sortent de l'argent de leur poche. Il y a aussi la politique que chacun a derrière la chose. Mais pour dire que les peu de collaborations que moi j'ai faites, c'était pas compliqué. Les gens m'ont sollicité. Certains j'ai sollicité. Par exemple, l'exemple du Tranquille, c'était facile. On s'est écrit quand il était là-bas. Il a vu mes contenus. J'ai aussi vu. On a parlé quelques fois. Il a dit je rentre bientôt. Il est revenu. On a rentré en contact. On a collaboré. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a rien à payer. Donc, pas du tout. Ça donne de la force. Ça permet de gagner des abonnés et ça permet d'évoluer. Alors, est-ce que j'ai déjà refusé des collaborations à des humoristes? La réponse, c'est non. Je n'ai pas aussi beaucoup de sollicitations à collaborer, bizarrement. Je ne sais pas si mes collègues ont l'impression de ce que je suis trop renfermé. Parce que quand je parle avec certains que j'ai pu rencontrer, ils me le disent indirectement, ils me disent que oui, mais pour évoluer, il faut miser sur les collabos et tout. Je sens que c'est un message qui m'est adressé directement. Beaucoup ne me demandent pas, mais le peu de gens qui me demandent, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. C'est souvent des jeunes qui n'ont pas peut-être ma petite visibilité qui veulent. Parce que c'est ça aussi, hein, pour que tu collabores avec quelqu'un, il faut que la personne puisse être capable de t'apporter quelque chose. Donc, moi, je ne dis pas non. Mais est-ce qu'il y a des collaborations que je refuserais? Bien sûr que oui. Comme tous les artistes. Si tu évalues, en fait, le gain derrière et que ce gain n'est pas je veux dire, productif sur certains aspects, tu peux dire non, parce que si ça ne t'apporte rien, ça ne tient à rien de collaborer pour faire plaisir peut-être à des fans ou à la personne qui demande la collaboration. Parce que il y a aussi une question d'image. C'est à qui tu associes ton image et comment est-ce que tu veux te vendre, parce que les gens t'achètent comme tu te vends. Donc, s'il y a l'avenir des collaborations qui ne correspondent pas à ma ligne éditoriale, je serai obligé de dire poliment oui. Déjà, sur le stand-up, je l'ai toujours dit, mon idole, celui qui m'a donné l'amour de faire le stand-up, c'est Aga Lawal. Quand j'ai été récemment au Parlement du on en a beaucoup parlé. On a même fait une photo. C'était mon objectif, c'est atteint. Maintenant, sur le web humour, oui, il y a des gens qui font des choses très, très intéressantes. Je pense même que les leaders actuels dans le domaine du web humour, ils sont au Nigeria. C'est-à-dire qu'ils sont à un autre niveau. Et mon rêve, en réalité, c'est que on arrive ici à atteindre ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on élève le niveau de création. Et qu'on puisse nous compter parmi ceux qui produisent des contenus de qualité. C'est très important. Donc moi, ceux avec qui je veux collaborer sont beaucoup plus là-bas au Nigeria. Et si je veux parler de l'Afrique francophone, je peux dire qu'il y a par exemple peut-être Ange Freddy de la Côte d'Ivoire, Paul Vétien de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ceux dont les productions me font effet. Voilà, tout simplement. Est-ce que je suis un cœur à prendre? Ça dépend. Ça dépend de qui veut prendre le cœur. Ça dépend. C'est ma réponse, ça dépend. Pour un défaut de Patrick, que je suis trop perfectionniste. Ça m'amène à rallonger parfois le processus. D'accord? Trop perfectionniste. Je veux que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de tâches, qu'il n'y a rien à redire. Voilà. Trop perfectionniste. Deuxième défaut, je me fâche parfois trop vite. C'est-à-dire que peut-être même que sur des questions pour beaucoup qui n'ont pas grande importance. Parce que je suis trop sur les détails. Je suis trop sur les détails. Dernier défaut, je me fais trop confiance. Trop. C'est-à-dire que je compte trop sur ma personne. Parfois même, je compte tellement sur ma personne que je pense parfois que je suis peut-être le centre du monde. Vous voyez? Alors, en matière de qualité, je suis assez ouvert. Lorsqu'on me fait des reproches, je ne suis pas fermé d'office. Deuxième qualité, j'écoute beaucoup. Pour le travail que je fais, j'écoute beaucoup, je parle moins. Par exemple, lorsque je parle avec des amis ou des gens que je ne connais pas, je ne veux pas parler parce que lorsqu'on parle, on ne dit que ce qu'on sait déjà. Alors que lorsqu'on écoute, on apprend. Donc, j'écoute beaucoup et lorsque moi j'écoute, ça me permet d'être inspiré. La plupart des histoires que je raconte peut-être dans le stand-up ou même des vidéos, c'est les histoires des autres en réalité. Donc, j'écoute beaucoup. Et je crois la dernière qualité,
je suis quelqu'un d'assez rigolo. C'est-à-dire que, même, je dirais, trop royaliste que le roi. Tel que ça doit être fait, il faut que ça se fasse comme ça, tel que ça a été prévu. Les coups bas, tourner les gens en rond, ce n'est pas trop mon fort. Et je suis aussi trop ponctuel. Ah oui, ça là, je suis trop ponctuel. En tout cas, tout ce qui se fait dans la règle, je suis un peu trop carré. C'est clair, la réussite est orgueilleuse. Tu ne peux pas rester, comme on dit, mou, comme on le dit, tu as réussi. Non, il faut vraiment te prendre au sérieux avec la discipline, la rigueur, le travail bien fait. Sinon, tu vas passer à côté. Nous sommes dans un monde de compétition et les gens ne veulent pas ceux qui font à peu près. Soit tu es bon ou tu n'es pas bon. Si tu es bon, tu réussis. Si tu n'es pas bon, tu réussis pour les autres. Hein. Ma sublimissime beauté. Non, mon ex n'est pas Renata. Renata, c'est la première fille avec laquelle j'ai voulu collaborer. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que mes contenus étaient trop masculins. Donc, les gens voulaient du nouveau. Je me suis dit, pourquoi pas un visage féminin? Parce qu'une femme dedans, ça donne toujours un air plus gai, voilà, plus intéressant. Donc, c'est la première fille avec qui j'ai collaboré. Une belle collaboration. Une fille qui a du potentiel qu'on peut exploiter. Et tout se passe bien. Je pense qu'elle pense que et tout va bien. Sinon, vous pouvez lui poser la question. Oui, des projets en cours, je pense le 11, le 12 mai 2024. Je vais faire mon deuxième One Man Show. À court terme, là où nous sommes, on travaille sur un nouveau projet de web-série. On avait fait récemment pour une maison d'assurance, là. Un autre en cours et un autre pour ma page, le lavage du quartier, qui vient très bientôt. Et en dehors de ça, l'année prochaine, on veut faire des contenus que nous allons commercialiser et que nous allons faire diffuser en salle, par la grâce de Dieu. Tout ça pour préparer 2024, pour préparer mon One Man Show en mai 2024. Alors, les chroniques sur le foot, il faut dire que je suis un footeur. Et je suis un footeur qui connaît la douleur. Je suis barcelonais. Et voilà, j'ai été contacté par la maison qui fait la promotion qui a sponsorisé les chroniques là et qui a aimé mon profil par rapport à ce que je fais et tout, surtout par rapport au niveau de langue et qui ont voulu que j'écrive des chroniques pour parler de la Coupe du Monde, voilà, du CDM, on a appelé ça. Donc, on a choisi des matchs sur lesquels je devais écrire ces chroniques-là. Mais l'objectif n'était pas vraiment les chroniques parce que c'est un travail de journaliste. Ce qu'il voulait en réalité, c'était les punchs, les petites vannes derrière, attaquer Messi, attaquer Cristiano, attaquer tel joueur, attaquer telle équipe et tout, quoi. En tout cas, rendre la chose gaie et en même temps, essayer de donner de la force aux produits dont on a fait la promotion dans les chroniques-là. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. J'ai été contacté, le travail a été bien fait. Et en tant que Barcelonais, oui, je ne veux pas critiquer Messi, mais ceux qui veulent regarder ne savent pas que je suis Barcelonais. Donc j'ai beaucoup critiqué Cristiano. En même temps, je critique Messi pour que les abonnés de ma page, les abonnés de Cristiano qui m'ont menacé de partir ne partent pas. Donc je fais un peu des deux, quoi. Je critique là-bas, je critique ici et je suis au milieu. En tout cas, même si je critique Messi, j'ai mal, mais comme j'ai pris de l'argent, ça va. Alors, pour clôturer, je voudrais dire merci à Kaya Maga pour cette chance. C'est sûr qu'il y a des gens qui verront cette interview et qui viendront voir ce que je fais sur mes pages, c'est sûr. Donc, voilà, ça va me rapporter du trafic, des abonnés. Gratitude infinie. Mon souhait, c'est que vous puissiez grandir dans ce que vous faites et que des gens très connus, plus connus que moi, acceptent de faire ce genre d'interview pour donner aussi de la visibilité à votre activité, que ça grandisse. Voilà. Il y a toutes les personnes qui acceptent de me suivre, de supporter mon art et tout. Je leur dis merci. Le meilleur reste à venir et tout. Je ne force même plus. Ça vient tout seul.